Veiller, anticiper, échanger, se transformer. Bienvenue dans Les experts comptables de demain, le podcast de ceux qui font avancer la profession du chiffre. Je suis Marine et ce podcast vous est proposé par le CEG, un cercle de prospective sur l'avenir de la profession comptable. J'espère que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles. Maintenant, prenez place et bonne écoute. Qui trop embrasse mal étreint. Ce proverbe peut s'appliquer aussi à la segmentation client et au marketing de l'offre. Bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts que nous allons consacrer à la spécialisation des cabinets d'expertise comptable. Je vais y recevoir des professionnels qui ont choisi de spécialiser tout ou partie de leur activité dans un secteur bien particulier, dans un type de mission ou bien encore auprès d'un type de client. Nous allons essayer de comprendre avec eux les ressorts de cette spécialisation, les avantages qu'elle procure et les défis qu'elle impose. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note 5 étoiles et un commentaire. Ça nous fait toujours un immense plaisir. Et je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans cet épisode consacré à la spécialisation dans le secteur du e-commerce et du dropshipping. Et pour cet épisode, je suis ravie de recevoir Amine Tébert, fondateur d'Exilio. Bonjour Amine. Bonjour Marine et merci pour l'invitation. C'est un honneur de partager ce podcast avec toi. Écoute, je suis absolument ravie. Merci Amine. Alors Amine, tu as créé en 2020 le cabinet Exilio, qui est spécialisé dans le secteur du e-commerce et du dropshipping. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous présenter le cabinet en quelques mots avant qu'on se lance? Alors, le cabinet Exilio effectivement a été créé en début 2020. Donc, on a une forte spécialité dans les métiers de l'e-commerce, donc commerce en ligne, dropshipping, marketplace, et cetera. On est un peu moins d'une dizaine de salariés aujourd'hui. On a une partie qui sont du personnel qui sont en salarié et d'autres qui sont avec nous, mais on va dire en freelance. Mais on est décomposé, une partie service juridique, une partie service comptable et une partie service social, bon, comme tout cabinet traditionnel. Ok. Et depuis 2020, aujourd'hui, on n'accompagne plus que les e-commerçants. On a commencé à accompagner les personnes qui font du cryptoactif, agences digitales et infoprenariat. On va revenir sur ces différents clients que tu as dans ton cabinet. Il y a juste un terme qui, je pense, il faut qu'on définisse avant de se lancer dans le sujet, c'est le terme de dropshipping, parce que peut-être que tout le monde n'a pas forcément une idée très claire de ce que c'est. On en entend parler, ça fait un petit peu de bruit en ce moment, ce sujet. C'est une des sous-composantes du e-commerce et en fait, ce terme veut dire livraison directe fournisseur. C'est en fait tout simplement la vente sur Internet dans laquelle le dropshipper, donc qui fait office un peu d'intermédiaire, ne prend en charge que la commercialisation et la vente. Les stocks, eux, sont chez le fournisseur au moment où cette vente se fait. Et quand le client final achète au dropshipper, eh bien, le dropshipper fait cette commande de stock au fournisseur. Et c'est ensuite le fournisseur qui va livrer, qui va exécuter la livraison du produit directement chez le client. Et donc c'est un business qui n'est pas forcément nouveau. C'est une technique assez ancienne, hein, ce fait d'être en flux tendu d'apport de stock. En revanche, avec les nouvelles technologies digitales, l'essor des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui se développe énormément. Et effectivement, les avantages pour le dropshipper, donc le e-commerçant qui ne possède pas le stock à l'instant où la vente se fait, c'est que ça réduit l'investissement de départ, ça limite le risque de stock, ça lui permet d'étendre sa gamme et puis de pas s'occuper de toute cette question logistique. Mais la contrepartie de ça, c'est que le buzz, l'essor de cette pratique a conduit à des débordements sur la qualité notamment des produits par certains influenceurs qui se sont mis à faire ça de manière pas forcément très propre, avec des marges parfois pratiquées un peu outrancières, des fausses promotions, des prix barrés. Donc il y a tout une polémique autour de ça et le gouvernement est en train de s'emparer du sujet à bras-le-corps depuis plusieurs années maintenant. C'est une technique qui est tout à fait légale sur le papier, mais qui est en train d'être encadrée. Et la taille de ce marché, en revanche, elle est assez incroyable parce que c'est un marché qui devrait atteindre 557 milliards de dollars d'ici 2025, selon l'étude Grand View Research de janvier 2020, avec un taux de croissance de 28,8% par an. Donc, on est vraiment sur un segment porteur. C'était un petit peu long ma présentation, mais je pense que c'était important Mais elle était très, très complète. Elle était très, très complète. Je vais quand même apporter une petite explication, on va dire, un peu plus visuelle du dropshipping, en fait. Ouais.
C'est exactement ce que vous avez dit. C'est une société française, la plupart du temps, c'est soit des entrepreneurs individuels ou pour ceux qu'on accompagne, c'est des sociétés commerciales françaises avec des salariés, tout ce qu'il y a de plus normal et ils ont un site ou plusieurs sites internet. Par exemple, ils ont un site internet de vente, je donne un exemple, de d'objets de décoration d'intérieur. Donc c'est une marque à part entière, comme celle, et peut-être sûrement vous avez été cliente de plusieurs, C'est peut-être, possible, ouais. sites de dropshipping sans vous en rendre compte et comme vous avez expliqué, quand le client, il passe commande. On est passé au vous, Amine, alors qu'on se tutoyait juste au début. On peut reprendre Ah le je tu me ra sans aucun problème. ah je me ra j'ai pas fait attention. On Non, non, revient, t'inquiète pas. ouais, je suis passé en mode sérieux et voilà. Mais c'est ça, donc quand le client final passe commande sur le site internet, par le biais d'applications comme tu as dit et cetera, la commande passe directement au fournisseur. Oui, La plupart du temps, il arrive aussi que la société française, donc le dropshipper, a déjà du stock auprès de son fournisseur en Chine. Voilà, donc des fois les investissements, les clients font des investissements en stock et le fournisseur envoie directement au client final et ça permet aussi de réduire les coûts de livraison et vu que les clients en e-commerce peuvent être un peu partout en France, il se peut des fois que ce fournisseur même chinois ait des entrepôts un peu partout, dans le monde, en Europe, en Angleterre la plupart du temps. Donc ça simplifie le travail et comme tu as dit, c'est une pratique qui existe depuis longtemps. Si je prends une marque, alors je ne sais pas si je peux citer un nom de marque ou pas, mais, pas de heu problème pour nous si tu veux, aucun problème. Voilà, par exemple, si je prends l'exemple de Nike, par exemple, donc c'est une grande marque parce que tu as parlé de marges, qui sont un peu excessives. Si on prend l'exemple de Nike, Nike fait, exactement la même chose. Ils vont acheter leurs produits en Chine, les produire en Chine à peut-être 2 € la chaussure, rajouter leur logo Nike et les vendre à 150 €. Donc Mmh. on peut penser que leurs marges sont excessives. Donc pourquoi pas, une société de dropshipping ne ferait pas une marge fois 3 fois 4 alors qu'elle, personnalise aussi son produit? Parce que en Chine, on achète des produits mais bruts, il y a pas de marque, il y a pas de design derrière. Donc c'est exactement la même chose, pour les grandes marques et il y a pas que Nike. Toutes les marques, aujourd'hui se produisent en Chine, heu, même Apple par exemple produisent en Chine. Donc I moi, je trouve qu'il n'y a rien de malhonnête, encore moins d'illégal, à part quand il y a comme tu as dit, s'il y a des dérives à droite à gauche de sociétés qui vendent de la mauvaise qualité et cetera, mais ça peut arriver à toute société qui vend de la mauvaise qualité. Ouais, ouais, tout à fait. Les fausses promotions, les prix barrés, en fait, c'est quand il y a volonté, Voilà. intrinsèque de falsifier le prix de départ. C'est interdit. Ça, c'est pas immoral, c'est interdit par la loi. D'ailleurs, des encadrements, comme tu as dit, se font et de plus en plus, par le biais de la DGCCRF, Oui. la DTPP, protection des populations et qui encadre ces promotions, ce type de promotion agressive et dernière chose, tu as parlé des influenceurs. Mmh mh. En fait, pour bien faire la distinction, les influenceurs, font de la publicité pour les e-commerçants en règle générale. D'accord. Pas que les e-commerçants, mais là, on va parler pour les e-commerçants et les personnes qui font du dropshipping. Ils font de la pub pour leurs produits. Donc, ils ne font pas eux-mêmes, du dropshipping, mais au lieu qu'un e-commerçant, va chez TF1, par exemple, pour lui dire: «Je passe en spot télé», bah, il va aller chez un influenceur qui va présenter son produit et d'ailleurs, on appelle ça de l'UGC, énormément de UGC pour User Generate Content, c'est ça? exactement. Donc, par exemple, L'Oréal utilise, ces techniques-là, donc de grandes sociétés. Donc ce n'est pas quelque chose propre au dropshipping, ni quelque chose, voilà. C'est juste que les dropshippers, utilisent beaucoup les influenceurs connus, on va dire, pour promouvoir leurs produits. D'accord, OK. Donc c'est une technique, on le voit, qui peut être tout à fait légale, tout à fait encadrée, qui peut être tout à fait propre si elle est bien faite. Il y a juste des garde-fous et on la «polémique» entre guillemets qui occupe un peu l'espace public en ce moment, concerne plutôt les influenceurs qui vont, promouvoir des dropshippers, pour le coup, qui sont pas forcément très honnêtes et qui pratiquent des choses, Bon, la polémique concerne surtout des influenceurs qui font la promotion de produits financiers, les investissements en bourse, en cryptoactifs et cetera. Donc c'est un peu voilà. OK, OK. Hem Pourquoi est-ce que toi, tu as choisi, cette spécialisation dans le secteur du e-commerce et du dropshipping en particulier? Comment c'est venu? Alors, c'est venu en partie par choix et en partie, ça m'a été imposé parce que, bon, avant d'être expert comptable, j'ai travaillé dans de nombreux cabinets, surtout à Paris, à La Défense et j'ai eu, par hasard, à gérer des dossiers de commerce en ligne
et de gros dossiers de commerce en ligne. Ça m'a plu, et j'en ai décidé d'en faire déjà avant de décider d'en faire mon mémoire, du diplôme d'expert comptable, heu, tout jeune, beaucoup de jeunes apprécient beaucoup l'e-commerce et s'intéressent à l'e-commerce et cetera et veulent faire un peu d'e-commerce pour eux-mêmes et cetera. Donc je suis passé par là moi aussi, j'ai essayé d'en faire, je m'y suis intéressé à titre perso. Bon, ça a pas donné ses fruits, mais j'ai décidé d'écrire mon mémoire sur le sujet parce que la fiscalité en e-commerce, elle est très particulière et du coup, ça m'a pris, 1 an ou 2 pour faire mon travail de recherche. J'en ai fait mon mémoire, ça s'est très bien passé et puis quand j'ai souhaité ouvrir mon cabinet, naturellement, je me suis, dirigé vers ce secteur-là. Parce Mmh. que déjà, il y avait pas d'expert comptable, spécialisé et les lois étaient très floues, donc même les consommateurs, les e-commerçants n'avaient pas, d'interlocuteur en face qui pourrait donner, réponse à leurs questions et puis ça m'a intéressé aussi parce qu'on travaille avec des jeunes, Mmh. ou en dématérialisé, c'est des e-commerçants, donc ils ont l'habitude des outils technologiques et cetera, donc ça m'allait très bien. Ouais. Oui, parce qu'avec les interlocuteurs dont tu parlais entre fournisseurs, dropshippers et cetera, on est sur du commerce qui se fait à l'échelle internationale, donc forcément des règles de TVA qui s'appliquent, qui sont pas forcément très faciles à comprendre, à appréhender et donc tout ça, c'est une expertise très fine, que tu as commencé à creuser, à développer et qui t'a permis de trouver une niche, dans, cette profession, qui dans cette profession comptable qui n'était pas forcément encore, heu, C'est ça, voilà, bien occupée par des experts comptables dans ce sujet-là. exactement. Ouais. OK, donc il y avait une niche, intéressante. Donc tes clients, ce sont des e-commerçants, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, voilà, de ton portefeuille client? Alors, au début, on a commencé, avec des e-commerçants, et par la suite, on s'est rendu compte que les e-commerçants sont dans un écosystème et travaillent avec des agences digitales, des sont peut-être eux-mêmes des fois des infopreneurs, donc soit ils vendent des formations pour apprendre quand ils commencent à bien maîtriser, ils vendent des formations pour, apprendre aux gens comment ouvrir une boutique, comment faire de l'e-commerce et cetera. C'est ça, hein, Heu l'infopreneuriat, c'est de fait de vendre une formation en ligne sur une expertise, OK. Voilà, vendre de On vend l'information, du que ce soit savoir, quoi. voilà, que ce soit par le biais de formation, par le biais de vidéos sur internet et cetera. Et aussi, du coup, de fil en aiguille, soit nos clients commençaient à nous recommander leurs prestataires ou les prestataires commençaient à nous contacter pour qu'ils deviennent clients et en même temps qu'on fasse des partenariats. C'est-à-dire que, si on a une agence de com, au sein de nos clients, on a un client qui cherche une agence de com, naturellement, on met en relation, tout ce monde. Donc, et on a les cryptos, les cryptoactifs. On a beaucoup de clients qui investissent dans les crypto-monnaies. Du coup, on en a fait aussi une spécialité. Donc aujourd'hui, on a 4 familles de spécialités, oui. OK, donc vous avez un peu, étendu la chaîne de valeur, avec tout l'écosystème qui gravite autour, de ces e-commerçants. Donc c'est plutôt des clients qui sont jeunes, tu me disais une moyenne d'âge entre 18 et 30 ans, ce qui est, assez particulier? C'est ça, en règle générale, c'est ça, en 18 et 30 ans. Il y en a qui dépassent 30 ans, il y en a qui sont mineurs et qui ouvrent qui voilà, mais en règle générale, c'est entre 18 et 30. OK. Et donc leurs attentes spécifiques vis-à-vis d'un expert comptable à ces personnes-là, ça va être quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez toi, dans ton cabinet en particulier? Alors de ce que j'ai remarqué, bon je suis jeune aussi, j'ai la trentaine, mais les personnes un peu moins âgées, par exemple 18-19 ans, ils cherchent beaucoup de réactivité, énormément de réactivité. C'est pour ça, on utilise des canaux de communication qui sont différents du mail par exemple, parce qu'un jeune de 18 ans préfère envoyer un message sur WhatsApp, que de faire un mail pour poser une question. Donc on s'adapte à ça. Ils cherchent aussi, ils cherchent aussi de l'information pertinente quand ils ont une question, surtout fiscale. Donc, et surtout, c'est des jeunes qui n'ont pas de compétences, on va dire, fiscales ou comptables. C'est des jeunes qui sont dans la plupart du temps, soit ont arrêté les études, soit étaient dans quelque chose de complètement différent et dans tous les cas, ils ont 18 ans, donc, ils auraient pas le temps d'avoir l'expérience requise. Mais voilà, ils cherchent un accompagnement, il faudra Mmh vraiment mh. les accompagner, les former à leur rôle de chef d'entreprise.
Voilà, on va OK. dire ça. Et sur le volet technique, donc ils viennent aussi pour toute la partie compta gestion parce que tu es expert comptable, donc j'imagine que c'est dans cette production des bilans, et cetera, pour eux de manière classique, on va dire. Et en termes de spécificité, c'est donc cette TVA à l'international, il y a aussi des problématiques. J'avais l'impression quand on a échangé en amont de l'épisode, tu me disais, les conseiller aussi sur les problématiques commerciales, la conformité RGPD, éventuellement la propriété intellectuelle. J'avais l'impression que ça s'étendait en fait, à beaucoup de conseils, autour de leur activité, de leur business. C'est ça, il n'y a pas forcément que la fiscalité et la comptabilité et pareil, ça c'est, au sein d'Exilio, on a commencé petit à petit, on a commencé à proposer ce service, de conformité RGPD. Donc on a une personne qui est dédiée qu'à ça, OK, vu que les e-commerçants, manipulent beaucoup de données personnelles, on a commencé à faire pas mal de choses, en rapport avec le juridique. Par exemple, le lien avec l'INPI, le dépôt des marques, et cetera, vu qu'ils créent des marques. Donc voilà, il faudra leur offrir, on fait en sorte de leur offrir, tous les services, auxquels ils auraient besoin un jour ou ils ont en tout cas besoin aujourd'hui. mmh. Et puis tu me disais aussi, que, l'expert comptable qui les accompagnait devait connaître un petit peu, donc c'est une population très particulière avec des nouveaux usages même, de relations d'affaires. Et tu me disais il fallait que l'expert comptable comprenne aussi, par exemple les différents outils qu'ils utilisent, commercialement, par exemple les différents processeurs de paiement qu'ils utilisent, à l'international. Et tu me disais aller débloquer, je me souviens des sommes bloquées dans un processeur de paiement à l'international. Enfin j'imagine que ça c'est voilà, c'est une technique, C'est ça, par exemple, un client, à la différence d'un client classique qui fait de la prestation de service ou dans un autre secteur d'activité, un client e-commerçant peut avoir, par exemple, des questions envers son expert comptable, qui peut me contacter: «Bonjour Amine, j'ai X euros, par exemple 10 000 € bloqués chez PayPal, à l'international. Il me faut un coup de main pour la débloquer parce qu'il connaît personne». OK. Donc ça, on sort un peu, donc là, pareil, il faut, soit, développer les compétences pour le faire ou bien nouer des relations de partenariat avec des avocats ou autres qui ont les compétences pour le faire. OK. Et quand, on a préparé aussi, j'avais l'impression quand on a parlé de l'offre que tu as mise en place, que c'était finalement, 50 de conseils et 50 de comptabilité, classique. Donc tu as vraiment développé par la spécificité de ce métier une forte dimension conseil, et avec à la clé, j'ai l'impression, une propension à payer des clients qui est assez élevée, parce qu'ils viennent chercher cette expertise. Enfin, est-ce que tu confirmes cette, Ça, il y a énormément de parties conseils. On ouais. on échange vraiment pas mal avec les clients et on échange, tellement avec eux que, c on a dit tout à l'heure, j'avais dit qu'on échange avec eux sur WhatsApp, professionnel et c'est moi qui ai la main sur ce WhatsApp la plupart du temps parce qu'il faut répondre à des questions un peu pointues, un peu complexes et les équipes n'ont pas forcément le temps, ça va les perturber et voilà donc oui, oui, je confirme, oui. OK, OK. C'est quoi les avantages que tu retires de cette spécialisation? Bah, les avantages, c'est que, on travaille vraiment à distance avec les clients et ça les dérange pas. Au contraire, on n'a jamais eu de clients e-commerçants qui nous disent: «Non, non, vous êtes trop loin» ou «Vous êtes pas à Marseille, vous êtes à Paris», par exemple ou autre. Vous êtes avec Lamar, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça, en région parisienne. Ça les dérange pas du tout. Même on a des clients qui sont à Paris, et c'est pas imposé, hein. Nous, il y a pas de problème pour les recevoir, mais ça les dérange pas. On les a jamais vus, donc on fait notre relation depuis des années par visio, par téléphone et ça se passe très bien. Donc ça, c'est un gros avantage déjà, qui peut, voilà, qui peut, comme on a dit, qui peut mener vers d'autres avantages en fait, peut-être on en parlera plus tard. Mais pour moi, c'est le gros avantage et aussi voilà et aussi la dématérialisation. On n'a pas de clients qui nous disent, même si ça se fait de moins en moins, je caricature un peu, mais on n'a pas de client qui va venir avec une boîte à chaussures de factures pour nous dire, voilà, tout est dématérialisé, tout est en PDF, tout est voilà. Je comprends. Hem, Est-ce qu'il y a aussi, en termes de prospection, un phénomène de bouche à oreille qui s'installe, Oui, ça naturellement, oui. Naturellement, il y a un phénomène de bouche à oreille, oui. Ah oui. OK, Après, il y a pas que des avantages, il y a des inconvénients aussi. Je sais pas si c'est le bon moment pour en parler, mais l'un des vas-y. des inconvénients qui me vient en tête là, c'est que par exemple pour le recrutement pardon, pour le Ouais. recrutement, il faudra, recruter des personnes assez expérimentées parce que la comptabilité est assez complexe. Donc ça peut être bloquant niveau recrutement par exemple.
OK. Hem, alors oui, bah, on peut voir d'ailleurs ces difficultés donc formation, ça veut dire que quand tu recrutes, une personne, qui arrive, tu comptes sur le fait qu'elle est déjà sachante sur ce sujet ou tu la formes, en Non, 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 il faut vraiment la former et des fois, on a essayé de former des personnes, mais on n'arrivait pas au bout de 6 mois, d'accord, voilà. OK, Des fois, c'est complexe ça, c'est un problème, pour le recrutement, oui. d'accord, OK. Et il y a ouais, sur d'autres secteurs d'activité aussi, j'imagine pas mal de secteurs dans les spécialités, dans les, secteurs de niche en règle générale. Je prends un exemple, peu importe la si on bureau de tabac par exemple, la comptabilité bureau de tabac est assez complexe par exemple, il faut des profils assez expérimentés. Mmh. Je pense que c'est dans toutes les activités un peu nichées, un peu, voilà. Un peu spécialisé, ouais. Il y aura forcément cette difficulté et en même temps, tu me disais, c'est un secteur qui attire les jeunes, les profils jeunes, donc il faut, l'effort enfin, tu peux bénéficier aussi de cet effet un petit peu, séduisant du secteur, du e-commerce avec, tout son boom qu'on a expliqué au démarrage, pour recruter des profils qui Ça attire les jeunes recrues, oui, comme je disais tout à l'heure et d'ailleurs c'est là par là où j'avais commencé, ma spécialisation dans le domaine, mais beaucoup de jeunes sont attirés par ce secteur-là, comme je l'ai été à un moment et ça peut être un avantage dans le recrutement, oui. d'accord, OK. Hem C'est super intéressant. Je voulais savoir quelles étaient pour toi, en approche de la fin de cet échange, les perspectives, que t'offrait cette spécialisation. Donc, quels étaient tes prochains enjeux de développement, là où tu as envie d'aller, pour ton cabinet? Alors, je pense que pour le moment, au niveau des spécialités, je pense qu'on a fait le tour, on a fait le tour sauf vous savez le monde du business évolue, peut-être demain il y aura une nouvelle spécialité qui va apparaître, une nouvelle activité, peut-être que ce sera une spécialité dans le cabinet, mais pour le moment, pour ce qui se fait aujourd'hui, on a fait le tour, hem et les évolutions, c'est déjà suivre les évolutions, faire la fiscales et juridiques Oui. voilà, il y a une loi d'ailleurs qui est en cours de discussion actuellement, faut suivre ça de près, il faut suivre la législation, faut voilà, c'est ça aussi quand on est spécialisé, bon, on travaille sur un seul secteur, mais il faut suivre de très près. Ouais, d'accord. Oui, parce que tu m'as dit aussi que tu avais investi dans un cabinet qui était, pour le coup, pas forcément dans le e-commerce, pour pouvoir aussi un petit peu diversifier ton activité, enfin, en tout cas, tes actifs, C'est ça, pas être trop dépendant du secteur. c'est ça, on a un cabinet en ligne, comme ce qu'on peut trouver, et cetera. Mais, un cabinet en ligne, surtout, un peu généraliste, qui Mmh. fait tout sauf de l'e-commerce, on va dire, tout sauf les activités d'Exilio OK. et voilà, ça c'est pour accompagner un peu les autres personnes, les autres secteurs d'activité. Mmh. Et parer, un petit peu les retournements de marché qui pourraient être un petit peu, voilà, c'est un marché qui est fragile, enfin qui peut aussi, être, Voilà, on n'est sujet à pas à des l'abri voilà, soubresauts. exactement, Mmh. on n'est pas à l'abri, d'un retournement, Mmh c'est mh. ça le problème aussi quand on est spécialisé. Ça peut être, ça ne concerne pas que l'e-commerce, on l'a vu par exemple pendant la période covid avec les restaurateurs et cetera. J'imagine, j'en connais pas, mais j'imagine que s'il y avait des experts comptables spécialisés dans les restaurants, je pense ça a dû être compliqué un peu pour eux, pour leurs clients aussi, mais pour eux aussi naturellement et c'est pareil pour le milieu du commerce en ligne. Mmh. Il se peut que peut-être, je sais pas, demain une loi, qui sort qui interdit, l'e-commerce ou quelque chose comme ça ou voilà donc on peut pas savoir, on peut pas savoir donc vaut mieux prévoir, oui. OK, parfait. Tu as diversifié un petit peu ton activité pour être, prudent. Donc merci beaucoup Amine pour notre échange, pour ce podcast vraiment intéressant sur ta spécialité Merci dans à le toi. e-commerce et le dropshipping. Merci à toi et je te dis, à très bientôt. À très bientôt Marine. Au À revoir. bientôt, au revoir. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pensez à vous abonner sur les plateformes d'écoute pour découvrir de nouveaux contenus exclusifs. Et pour en savoir plus sur le CEG, rendez-vous sur expertengestion.fr. Le lien est dans la description. À bientôt!